Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, puisque lundi dernier, alors que nous découvrions ébahis le visage de notre nouveau Premier ministre, Elisabeth Borne... Voilà, vous l'aurez compris, la société Opium, qui produit des voitures à hydrogène, a communiqué, la société, sur l'arrivée dans son conseil d'administration d'un certain Jean-Baptiste Djebari, qui est encore à ce jour ministre des Transports, donc au gouvernement, Jean-Baptiste Djebari. Voilà, il trouve sa place dans ce conseil d'administration, dans une entreprise de voitures, alors que lui-même travaillait dans le transport. Est-ce que cela ne pose pas de vraies questions de conflit d'intérêts, d'autant plus que son recrutement a quand même commencé, il le dit lui-même, on va l'entendre, dès le 31 janvier dernier. Ça veut dire que depuis le 31 janvier dernier, il travaille en tant que ministre, tout en préparant son recrutement dans une entreprise d'automobile à hydrogène. Il travaille en tant que Premier ministre sur des questions notamment de transport et des questions d'hydrogène. Alors, hier... Apolline de Malherbe a posé cette question à Jean-Baptiste Djebari sur RMC et il répond qu'il n'y voit pas trop de problème. Écoutez-le. Moi, j'ai été auditionné devant 22 membres d'un collège. J'ai présenté un projet qui a été jugé compatible, mais l'autorité a mis des réserves. Et c'est normal. C'est la haute autorité pour la vie publique. Mais ça, vous l'avez fait le 31 janvier dernier ? Non, j'ai fait une demande le 31 janvier dernier, quand j'ai été sollicité par l'entreprise. Je leur ai dit, le projet m'intéresse, mais je dois obtenir un avis de la haute autorité. Donc en fait, on découvre que pendant que nous, on vous croyait tout simplement à l'Assemblée. D'ailleurs, vous étiez sur les bancs pour un débat sur l'avenir justement du secteur aéronautique. En réalité, vous étiez déjà en train de préparer votre avenir, la suite. Ça se jouait en coulisses. Ça vous met pas mal à l'aise ? Non, mais d'abord, encore vous pensez pas que ça peut créer quand même une suspicion aussi Mais c'est quoi le modèle du coup ? Si je vous écoute, je vais répondre d'abord. Ça ne me met pas du tout mal à l'aise. C'est normal d'avoir une activité, de retrouver une activité entre guillemets normale après la politique. Il y a des règles, il faut les respecter. Et oui, ça s'anticipe. Il y a des règles, il faut faire une saisine, il y a un dossier qui est instruit, etc., etc. Alors, franchement, là, félicitations, bravo à Apolline de Malherbe qui pose cette question à Jean-Baptiste Djebari. Ça ne vous met pas mal à l'aise ? Vous étiez sur les bancs de l'Assemblée et en fait, depuis déjà plusieurs mois, vous étiez en train de travailler à votre reconversion dans le secteur de l'automobile, alors que justement, sur les bancs de l'Assemblée, vous débattiez en tant que ministre de l'avenir du secteur aéronautique et ça ne pose aucun problème. Eh bien non, visiblement, ça ne pose aucun problème à Jean-Baptiste Djebari, mais plus grave encore, ça ne pose aucun problème à la haute autorité de la transparence. Alors, on se tourne vers Philippe Pascaud. Bonjour Philippe Pascaud. Bonjour Clémence, bonjour Radio Courtoisie. Alors, je rappelle, vous êtes ancien maire adjoint d'Evry de Manuel Valls, ancien conseiller régional, chevalier des arts et des lettres. Vous avez écrit beaucoup de livres sur la question de la corruption des élites et c'est bien pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui. Mais dernièrement, votre dernier livre, c'est celui sur la question de l'abstention. Bon, votre livre n'a pas suffi à relever le taux d'abstention record aux dernières élections, mais bon, malgré tout, vous écriviez Abstention piège à con, dernier virage avant la démocrature aux éditions Max Milo. Et c'était un livre écrit avec un certain André Berkoff notamment et Stéphane Guyot. Alors Philippe Pascaud, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, de ce côté, vous qui êtes spécialiste des questions de corruption, sur non seulement cette reconversion éclair de notre ministre des Transports qui était déjà prévue depuis plusieurs mois, pendant qu'il continuait de débattre sur les bancs de l'Assemblée, et également sur le fait que la haute autorité de transparence n'y a rien vu à redire. Ce que j'ai à dire, c'est que maintenant, ça devient banal. C'est-à-dire que la corruption, ce genre de choses est banal. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pas d'aujourd'hui. Depuis que Macron est au gouvernement, et excusez-moi encore de dire ça, le pantouflage, les allers-retours est devenu monnaie courante. Je rappelle quand même que M. Macron sort de chez Rothschild. Je rappelle que Sarkozy a trouvé des places dans les conseils d'administration d'Accor, que M. Balladur a travaillé pour Areva. Donc ces gens-là, de toute manière, ont des exemples. François Fillon, tout le monde est... Oui. Oui, Fillon a travaillé pour une entreprise russe. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus de déontologie. Ces gens-là n'ont plus qu'un scrupule, n'ont plus aucune éthique. Donc ils font ça maintenant, même avant, pendant, après. Ils n'en ont rien à faire de l'opinion publique et ils ont quasiment plus de morale. L'immoralité est devenue légale. Voilà, mais la morale encore, j'ai envie de vous dire, j'attendais pas que ces gens aient de la morale, mais c'est dire que normalement il y a au moins une forme d'apparence. On respecte les apparences de neutralité. Mais non, c'est fini. Alors que là, Clément, c'est plus possible. Oui.
C'est possible, puisque nous sommes en démocrature. Pourquoi ils gêneraient ? Ils ont les lois, ils ont l'Assemblée, ils ont les organes de presse. Pourquoi ils se gêneraient, ces gens-là ? Ils en ont plus rien à faire. Donc, depuis Cahuzac, ça devient les yeux dans les yeux, je ne vous ai pas menti. Ouais. Les yeux dans les yeux, je fais autrement que ce que je dis. En plus, il y a un phénomène hyper grave qui s'est développé à la vitesse grand V sous le gouvernement de M. Macron. C'est que tous les élus qui ne sont pas à vendre, on peut les acheter. Donc, ils font n'importe quoi, y compris dans le privé. Parce que, si on revient sur notre affaire Jean-Baptiste Djebbari, qui dit être parfaitement serein et n'avoir aucun état d'âme. C'est-à-dire qu'il pourrait dire « je comprends que la population ressente un certain malaise à voir que je vais travailler dans le privé, dans le même secteur que celui dans lequel je travaille dans le public, enfin dans mon ministère. » Mais non, Clément, ces gens-là ont la bonne conscience. Ces gens-là savent exactement ce qu'il faut pour le peuple. Ces gens-là savent qu'eux n'ont pas besoin de traverser la rue pour trouver du travail. On vient les chercher. D'ailleurs, du travail, à chaque fois, ils sont membres du conseil d'administration. Du travail, pardon. Oui. Pardon, des rémunérations. Oui, exactement, parce que le conseil d'administration, rappelons ce que c'est. Oui, tout à fait. Le travail, c'est fait pour le peuple. Eux, c'est des rémunérations dans des conseils d'administration, des jetons de présence. En échange tout de même, bien sûr, en échange tout de même d'un certain carnet d'adresse. C'est évident. Si vous n'avez pas le carnet d'adresse, vous n'aurez pas de jeton de présence. Vous allez demander à un ouvrier de chez Renault de rentrer dans un conseil d'administration. À mon avis, ça ne va pas marcher. Oui. Alors, ce qui est étonnant aussi, parce que vous avez l'air de dire que de toute façon, on n'a plus rien à attendre de ces membres de gouvernement, mais que ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Malgré tout, ce qui est étonnant, c'est aussi la réaction de la Haute Autorité de la Transparence, alors qui a émis une réserve, qui a donné un avis positif pour ce travail, mais qui a émis une réserve, attention, elle a demandé à Jean-Baptiste Djebbari de ne pas entreprendre de démarches, notamment auprès du ministère des Transports pendant 3 ans. Alors là, franchement, on tombe des nues. C'est-à-dire que non seulement on autorise quelqu'un qui vient du ministère des Transports d'aller travailler dans le transport, mais en plus on lui dit vous n'irez quand même pas toquer à la porte du ministère des Transports, mais seulement pendant 3 ans. C'est-à-dire que c'est du pipeau. Oui, puis on se fout du monde. C'est uniquement pour soigner l'apparence médiatique. C'est uniquement pour faire croire qu'en fin de compte, on est indépendant. Mais vous savez, aujourd'hui, Clémence, à partir du moment où l'Assemblée nationale est vérolée, je rappelle quand même qu'on a démontré il n'y a pas longtemps avec quelques collègues que 87 députés de l'Assemblée nationale ne venaient plus en séance depuis plus d'un an. Ils filaient leur pouvoir. Est-ce que ça, c'est normal aussi ? Donc, quand vous savez qu'aujourd'hui, j'ai démontré que 60% du gouvernement de M. Macron a eu des individus, des femmes et des hommes qui ont eu affaire à la justice ou au fisc. Il ne faut pas être étonné derrière. Et puis, comme on ne change pas les lois et que le pantouflage est toujours autorisé, entre guillemets, pourquoi vous voulez que le Conseil constitutionnel se mette à dos un type aussi puissant que M. Macron? Après, c'est vrai que Jean-Baptiste Djebbari, dans cette intervention avec Apolline de Malherbe, répond à Apolline, mais finalement, pour vous, ce serait quoi le modèle si vous ne voulez pas que je retourne dans le privé? Je viens du privé, je passe au ministère, je retourne dans le privé. Vous ne voulez tout de même pas qu'on garde des gens dans la fonction publique pendant une 40aine d'années. Voilà ce qu'il répond. Vous savez, Clémence, en Angleterre, quand vous voulez rentrer dans le privé, il faut démissionner du service public. Je dis bien démissionner. Aujourd'hui, la plupart de nos élus ou de gens sont mettre en disponibilité. C'est-à-dire qu'ils font des allers-retours tout à fait légalement entre les deux, sans aucun problème. Est-ce que quand vous êtes un travailleur de chez Renault, vous vous mettez en disponibilité pour aller bosser chez Peugeot? Non, c'est sûr. Eux peuvent. Sans problème. Et en plus, on leur donne une bagnole avec. Donc la démission finalement serait une des solutions pour limiter, en tout cas, puisqu'une démission au moins on disant qu'on peut pantoufler une fois mais pas deux. Eh ben voilà, tu peux pas revenir en arrière, bonhomme. Et ces gens-là peuvent revenir en arrière quand ils veulent. Je veux dire, ils ont même passé des lois. Je rappelle qu'avant, quand on était député, qu'on devenait ministre, on retrouvait pas systématiquement son poste de député. On était obligé de repasser devant les électeurs. Ils ont bien pris garde, il y a quelques années, de dire que quand tu étais ministre, tu redevenais député automatiquement. Ces gens-là se garantissent des boulots à vie. Et comme ils ont un excellent carnet d'adresses, ils en profitent. Ça, c'est et je rappelle que la plupart du temps, ce n'est pas du travail,
c'est pas des gens qui prennent le RERD, c'est pas des gens qui font 3 heures de transport, c'est pas des gens qui vont au supermarché pour remplir leur frigo. C'est des gens qui nous expliquent comment on doit se restreindre avec un petit salaire, et eux s'en mettent plein les poches, en plus en voiture avec chauffeur. Oui, en étant membre d'un conseil d'administration, donc encore une fois, ce n'est pas ce qui demande le plus de travail en France. Puis en plus, c'est cumulable. Hein. Oui, bien sûr. Il peut y avoir plusieurs conseils d'administration. Ce qui n'est pas le cas pour un ouvrier chez Renault. Évidemment. Je voudrais revenir sur la Haute Autorité de la Transparence. Est-ce que vous savez, parce que pareil, on se dit qu'on a quand même des garde-fous normalement. Mais on n'a aucun garde-fou puisque les gens ne sont pas indépendants. Citons les probables garde-fous normalement. On pourrait croire que le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, le Sénat sont des garde-fous et la Haute Autorité de Transparence tout autant. La Haute Autorité de Transparence, elle est constituée comment, vous le savez ou pas ? Je crois qu'il y a des gens qui sont nommés par plusieurs corps, plusieurs personnalités. Oui. Mais le problème, c'est que ces gens-là, comme ils doivent à quelqu'un et qu'ils ne sont pas indépendants, à un moment donné, c'est vérolé. Je veux dire, le problème de ces organismes, c'est que le gouvernement Macron, entre autres, mais c'était déjà avant, place des hommes à lui en remerciant. Donc ces gens-là sont redevables et à un moment donné, ils ne sont pas clairs. Oui. Et le Conseil constitutionnel n'est pas clair, et l'autre autorité ne devient pas claire. Ces gens-là n'ont aucune indépendance. Et en plus, ils se connaissent tous. Ils mangent ensemble depuis 20 ans. Ils vont au même club de foot. Ils vont au même club de golf. Donc ça devient très difficile après de taper le type avec qui tu as joué au golf la semaine dernière. Oui, mais comment on fait alors pour se garantir des garde-fous ? Eh ben, pour se garantir des garde-fous, il faudrait déjà que les gens ne puissent pas pantoufler de façon aussi facile et légiférer à ce niveau-là. Il faudrait que les organismes de surveillance soient réellement indépendants. Mais je rappelle que tous les organismes qui sont réellement indépendants, en ce moment, le gouvernement est en train de supprimer tous leurs subsides. On veut tenir les gens. Et tenir les gens, c'est en ayant un semblant de démocratie. Et quand vous parlez d'institutions réellement indépendantes, vous pensez à qui, par exemple ? Par exemple, il y en a une qui était très célèbre, qui s'appelait la CRIRAD, qui était dirigée par Madame Rivasi, qui s'occupait de faire des analyses. Mais ce genre de truc n'existe même plus. Quand vous voyez qu'en ce moment, on est même en train de détruire le service public de la télévision, et même si quelque part, c'est pas la panacée, on est en train de tout mettre dans les mains du privé. Et le privé, je le rappelle, n'est là que pour faire du profit. Oui. Pas pour informer. Oui, bien, merci beaucoup Philippe Pascaud pour cet éclairage, en tout cas sur Jean-Baptiste Djebbari. Rappelons d'ailleurs que Jean-Baptiste Djebbari avait annoncé en mars 2021 que la France allait investir 7 milliards d'euros dans l'hydrogène d'ici 2030. C'est super pour lui, il va pouvoir toucher un salaire là-dessus. Oui, 7 milliards d'euros dans l'hydrogène, lui qui va travailler maintenant, donc rappelons-le, dans la société Opium qui produit des voitures à hydrogène, justement. Voilà, la boucle est bouclée. Merci beaucoup Philippe Pascaud et à bientôt. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.